Des sujets taillés sur mesure et bien calibrés pour approfondir bien vos connaissances. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est ça aussi notre mission informative. Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Absolument. On reste dans le même giron du droit pour parler de ce sujet-là. Alors, comment définissons-nous la présomption d'innocence? Alors, la présomption d'innocence est d'abord un droit fondamental reconnu à tout individu, à tout citoyen, de ce que celui-ci devrait être considéré comme innocent, quelles que soient les suspicions qui planent sur lui à l'occasion d'un fait qui l'incriminerait, j'ai bien dit incriminerait, absolument, qui l'incriminerait, jusqu'à ce qu'un procès soit organisé, un procès régulier, tenu dans une juridiction compétente et qui le convainc, j'utilise bien le terme, qui le convainc de culpabilité à l'épreuve des évidences qui établissent sa culpabilité. Autrement dit, vous ne pouvez pas, de facto, désigner quelqu'un comme coupable d'un fait qui lui aurait été reproché juste parce que vous avez l'impression que votre intime conviction vous convainc que celui-ci serait le coupable. Il va falloir qu'on organise un procès ou une procédure, parce que ce n'est pas que dans le domaine judiciaire, c'est aussi dans le domaine administratif. À la suite de cette procédure-là, celui-ci est désormais reconnu comme tel. Donc, il demeure, j'ai dit bien qu'il demeure innocent jusqu'à ce que, à l'issue de la procédure, il soit désigné comme étant coupable. Et quand bien même la procédure aurait achevé son cours et que celui-ci aurait été désigné comme coupable, il a encore le droit de remettre en cause cette décision de justice-là. Donc, son innocence perdue jusqu'à ce qu'on n'ait plus de voie de recours pour établir le contraire. Bien sûr. Alors, le cours de droit a commencé dans cette émission. Encore plus de détails sur la présomption d'innocence avec les implications même de la présomption d'innocence. Absolument. Déjà, il faut savoir que d'un point de vue fondamental, la présomption d'innocence, dans son aspect ou son approche idéologique, procède de ce qu'à un certain moment donné de l'histoire de l'humanité, l'on a compris que l'individu que vous êtes, que je suis, a nécessairement besoin d'être considéré non pas comme le sujet du roi, mais comme le sujet de droit. Quelqu'un dont la vie ne dépend pas de celle d'un autre individu, mais de celle des règles qui organisent la société. Et il faut lui accorder le maximum de protection nécessaire, de sorte que celui-ci ne risque pas, selon les humeurs des uns et des autres, de perdre la liberté, de perdre la vie, l'intégrité morale ou l'intégrité physique. Ça, c'est la première des choses à retenir. Il faut savoir aussi que cette pensée philosophique, là, de la philosophie des Lumières, va être encadrée par des textes de loi. Lesquels textes de loi sont de normes ou de grade international, mais aussi national. Au niveau international, nous avons 1789, qui marque un tournant fondamental dans la vie de l'humanité, avec la Révolution française. Une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En son article 9 dit que tout individu a droit à la présomption d'innocence. L'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme vient confirmer cela. Le Pacte des Nations unies relatif à la protection des droits civils et politiques, en son article 14, vient encore réaffirmer cela. Et comme la République de Côte d'Ivoire est une république moderne et qui s'inscrit dans le domaine de la démocratie, la protection de l'homme et aussi la promotion de l'état de droit, en notre article 22 de notre Constitution, son titre premier, article alinéa 2, il est précisé que la présomption d'innocence est accordée à toute personne en Côte d'Ivoire et que celle-ci ne saurait être considérée autrement qu'à l'issue d'une procédure qui établit sa culpabilité. Alors, ça veut dire qu'aussi l'on se retrouve dans un état de fait où un individu est jeté à la vindicte populaire du fait de soupçons ou d'une intuition. On est en violation flagrante de ses droits. Absolument, absolument. Vous savez, même les magistrats, les officiers de police judiciaire qui sont saisis à l'occasion d'une infraction qui aurait été commise. Parce que la simple accusation ne suffit pas. Il faut d'abord établir l'existence d'une infraction. Vous savez, l'opinion publique peut définir comme étant une infraction ou toute chose qu'elle considère comme étant mal, ce qui n'est même pas prévu par le code pénal. Il n'a pas bien fait, donc il est coupable. On ne peut être coupable que d'une infraction. Donc de ce que nous considérons de par la loi comme étant chose qui porte atteinte à l'intérêt public, à l'intérêt de la société. Mais même ces personnes-là, le policier, le procureur, le magistrat, sont tenus de respecter cette présomption d'innocence, quand bien même au cours de la procédure, dans l'intérêt de la préservation de la vérité qui doit sortir du procès, on peut contraindre l'individu à des mesures
coercitives qui le restreignent dans sa liberté, comme la garde à vue, la détention provisoire. Mais cela n'est pas fait contre lui. Cela est fait dans l'intérêt général et surtout dans son propre intérêt. Imaginez-vous que l'on vous soupçonne, l'on vous soupçonnerait d'avoir agressé sexuellement la fille de votre voisin. Votre voisin, bien sûr, par dignité humaine, voudrait bien sûr se venger. Par-delà même les principes juridiques. Ben, pour vous protéger de la vindicte populaire, l'on va bien sûr vous regarder entre les mains de la justice, certes vous préserver de votre liberté, mais il est mieux de perdre une partie de votre liberté que de perdre la vie. Donc ces mesures-là sont protectrices de l'intérêt général et de l'individu. Sauf que il se trouve que notre société actuelle est tellement active, tellement dynamique, et que l'opinion publique s'est décuplée grâce à des moyens nouveaux, comme on appelle Internet, qu'aujourd'hui, un fait isolé, anodin, qui aurait pu se passer dans un quartier que personne ne connaîtrait, deviendrait un sujet qui intéresserait tout le monde. Il suffit aujourd'hui que vous portez une information, soit par voie de vidéo ou par voie textuelle, et que ceci soit répandu ou divulgué ou diffusé sur un forum ou sur des forats, et que tout le monde récupère cela et c'est ça intéressé. Le fait n'est plus isolé. Même lorsqu'on aurait saisi la police et que le procureur ait engagé une procédure, on va se retrouver dans la situation où il y aura un autre procès parallèle qui sera fait à l'individu. Vous verrez que des gens vont s'ériger en magistrats, d'autres en enquêteurs, et des autres qui vont même prononcer le jugement, la sentence, avant même que celle-ci ne soit prononcée par un juge. La justice populaire, n'est-ce pas, ou le jugement populaire est d'une telle célérité que l'on ne prend même pas la peine de vérifier la véracité des faits. Les cas sont légion à travers le monde. Des individus qui ont vu leur vie détruite, leur réputation piétinée pour le reste de leur vie, et d'autres n'ont pas pu supporter. Se sont donné la mort. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Cela nous permet de mieux comprendre lorsqu'on parle de présomption d'innocence et de ne pas poser des actes graves dans nos différents quartiers parce qu'on en voit toujours. Alors, rapidement, on part avec ce micro-trottoir pour savoir la présomption d'innocence à l'épreuve de l'opinion publique. Que pensent les populations? Et on revient. C'est le fait de porter quelqu'un innocent lorsqu'on présume qu'il est accusé. C'est-à-dire, on pense que c'est lui, mais il faut lui faire la grâce de mener d'abord des enquêtes. Donc, a priori, même si on sait que c'est lui, on lui accorde cette présomption d'innocence pour mener des enquêtes. Si vous prenez quelqu'un sur le tas en train de voler, c'est un cas de flagrant délit, il a volé, vous avez pris la main dans le sac, il a volé. Mais là encore, il faudra aller en justice pour que le juge se prononce. Qu'est-ce pour qu'il volait? Parce que c'est votre parole contre sa parole. Si on a attrapé quelqu'un en train de voler, c'est un flagrant délit. On peut considérer que c'est un voleur. Quelqu'un qui est en train de commettre un acte criminel qui est pris en flagrant délit, c'est tout à fait normal qu'il soit jugé et qu'il soit enfermé. C'est ce que la loi demande. Et comme il a été pris en flagrant délit, je pense que la loi va faire son travail. Bon, je prends un exemple comme ça. Moi, je vais chez toi, je trouve ta servante, t'as poignardé. Elle trouve te poignarder. Le couteau dans sa main, il y a sang. Il n'y a pas dit qu'elle est innocente. Automatiquement, elle est coupable. Puisque je n'ai vu personne dans la maison, à part toi et puis elle. Automatiquement, c'est elle. Oui, on a pu voir ici plusieurs interprétations du sujet qui fait sourire voilà notre consultant du jour. On a entendu la notion de flagrant délit. Est-ce que la notion de flagrant délit entraîne automatiquement la présomption de culpabilité? La présomption de culpabilité, comme vous dites. Alors, je tiens à rappeler aux uns aux autres que si la présomption d'innocence est une présomption légale, ce n'est pas une présomption irréfragable. Ça veut dire qu'elle est une présomption simple, qu'on l'on peut la remettre en cause. Sauf que même le flagrant délit n'entame pas la présomption d'innocence. Parce que ce que vous pensez avoir vu peut n'être pas la réalité. Vous pouvez trouver quelqu'un avec une arme blanche en main, ensanglantée, et juste à quelques centimètres, un corps gisant. Vous l'avez dit, je l'ai vu poignarder. Vous avez vu simplement quelqu'un tenir l'arme blanche. Mais vous n'avez pas vu la personne poignarder. Vous pouvez voir quelqu'un penché sur un corps qui a perdu la vie. Vous pouvez croire
que c'est celui-ci qui a donné la mort à la personne. Parce qu'il y a l'émotion, il y a la perception qui n'est pas forcément bonne. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui a tué la personne. Beaucoup d'erreurs judiciaires ont été commises ainsi. On a encore le procès de Salem, aux États-Unis d'Amérique, où des dizaines de femmes vont être brûlées au bûcher pour cause de sorcellerie. Elles n'avaient pas d'autre choix, puisque les accusations se portaient sur elles, lesquelles étaient farfelues. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie le procès et que l'on porte l'attention, la réflexion sur le procès de Salem, on s'est dit, alléluia, nous n'avons pas vécu à cette époque de l'histoire de l'humanité. Vous comprenez? Et je vais plus loin pour dire qu'au-delà même de la flagrance, l'aveu n'emporte pas l'arrêt des preuves. Cela veut dire quoi? Vous pouvez aujourd'hui avouer avoir commis l'infraction qui vous est reprochée. Mais cela n'empêche pas, au contraire, on impose à l'officier de police judiciaire de s'assurer que l'aveu soit donné dans des conditions les plus intègres possibles et qu'en plus de cela, il apporte la preuve que ce que vous avez dit là est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, ni la flagrance, ni l'aveu ne viennent compromettre ou retirer ce droit qui est fondamental, qui est votre présomption d'innocence. Vous pouvez avouer par dépit. Il y a des personnes qui portent une sorte de culpabilité et diraient, mais c'est pas la peine, je vais mourir à la personne même. Donc c'est moi. Ou alors la pression est telle, la pression populaire, la pression de l'enquêteur lui-même est tellement forte que l'individu, par faiblesse psychologique, avouera, oui, c'est moi. Parce qu'il veut que les choses se passent très rapidement. Aller en prison va le protéger davantage des injures des uns des autres, de la réprobation populaire et de tout ce qui est entamé contre sa personne. Donc on ne peut pas, sur de simples aveux ou soi-disant flagrances, entamer la présomption d'innocence. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres une chose. Le plus souvent dans nos quartiers, populaires ou pas, lorsqu'on attrape son voleur, ce n'est pas votre voleur. Vous n'êtes pas propriétaire de la personne. Certes, elle a pris une chose qui vous appartient, mais ce n'est pas votre voleur. On se donne la liberté de porter des coups et blessures sur le prétendu voleur. Souvent, on en tue. On en tue. Mais lorsque vous le faites, supposons que vous avez attrapé votre voleur en griffe et que vous l'envoyez au poste de police ou de gendarmerie, à la brigade de gendarmerie, et que celui-ci porte des stigmates clairs d'avoir subi des coups ayant entraîné des blessures. Mais l'officier de police judiciaire a l'obligation de vous interroger sur les conditions de l'interpellation de cet individu-là, quand bien même cela serait fait en flagrant délit. Lorsque vous le faites, vous vous risquez vous-même à une poursuite judiciaire. Lui, il sera poursuivi pour vol. Vous serez poursuivi pour coups et blessures ou pour meurtre. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi est-ce que, lorsque vous intégrez la notion de la présomption d'innocence et que vous avez interpellé votre voleur, vous vous assurez de ne pas vous-même commettre une infraction. Ça, c'est la première chose. Lorsque le droit ou la présomption d'innocence du prévenu ou de l'accusé est violée, elle peut être violée même par les fonctionnaires de justice. Cela peut entraîner la fin du procès. On peut interrompre le procès parce que vous avez atteint un droit fondamental. La loi est claire. Il faut garantir à celui-ci, il faut lui accorder des garanties nécessaires à sa défense. Si vous lui avez ôté cela et que vous l'avez traité comme coupable, cela va porter atteinte à l'intégrité du procès et porter même atteinte à la crédibilité, bien sûr, de l'accusation en elle-même. Si le procès n'est pas un procès libre, intègre, où les droits des uns des autres soient équilibrés, mais le procès est arrêté et l'individu est relaxé. Il y a vice de procédure grave parce que l'atteinte est substantielle. Ça, c'est une première des choses. Malheureusement pour certaines personnes, ou malheureusement pour d'autres, on n'a pas une culture du droit, une culture juridique, une culture procédurelle, de sorte qu'on puisse arriver à se sortir d'un procès pour ces genres d'infractions-là, ou ces genres de vices de procédure. Mais d'un point de vue des particuliers, de ceux qui se plaisent sur la toile à prodiguer et à proférer des injures, à diffamer, parce que, attention, lorsque vous dites que celui-ci c'est la personne qui a effectivement violé, a effectivement tué, effectivement commis l'acte répréhensible dont parle tout le monde, il faut s'assurer que les faits soient exacts. Or, le plus souvent, vous n'êtes même pas dans l'environnement direct de cette personne-là. Alors, lorsque vous faites votre fameux commentaire, vous risquez une diffamation. Et souvent, on va même au-delà du commentaire porter des injures. C'est une injure publique.
Les gens sont trop gentils. Il suffit de faire une capture d'écran. Vous recherchez, vous poursuivez pour cela. Peut-être qu'ils ne connaissent pas réellement. Mais oui. C'est dû à une méconnaissance. Soit c'est une méconnaissance, soit c'est une tolérance maladive. Parce qu'en laissant faire, on encourage les gens. Et les gens croient qu'ils ont le droit. Parce qu'ils disent que c'est la liberté d'expression. Il faut dire aux uns aux autres que la liberté d'expression n'est pas liberticide, quand même. Elle est encadrée, elle est civilisée. La démocratie et l'état de droit exigent du citoyen, je n'ai pas dit du sujet de droit, du citoyen un plus haut niveau d'éducation et d'instruction. La démocratie est une forme de gouvernement exigeante. Si on est en monarchie et que vous étiez sujet du roi, donc considéré comme un gueux, quelqu'un qui n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit, vous pouvez vous comporter comme un animal ou comme monsieur tout le monde. Mais lorsque vous prétendez être un citoyen, donc un individu qui participe au vécu, à l'existence, à l'histoire, à la culture, à la prospérité d'une cité, on exige de vous que vous soyez à la hauteur de l'intelligence sociale qui est perçue, qui est prospectée par ceux qui construisent ces sociétés-là. Donc il faut se mettre à niveau. Et quand on veut vivre en société et considéré comme tel, il faut respecter les règles qui organisent ces sociétés. Alors, Monsieur Couillot, dites-nous, là, on a essayé de faire notre part en inculquant ou en éduquant les masses, à savoir les notions qu'encadre ce sujet aujourd'hui qui nous occupe. Pour une personne qui est prise à mal par rapport à sa présomption d'innocence qui est vilipendée, quels sont ses recours d'abord au niveau juridique? Et en premier lieu, comment elle se protège tout de suite? Elle scande « non, protégez-moi » à l'officier de loi ici en face. Comment elle se protège face à une foule? Aujourd'hui, les moyens de preuve sont multiples. Capture d'écran, n'est-ce pas? Vous portez plainte. Non, mais aux prises, en pleine débat, foule. En pleine foule. Ben oui. Elle est saisie en pleine foule. Comment va-t-elle se protéger, là, tout de suite, lorsque vous avez un essaim de grossièreté? Prise à l'étau. Vous êtes prise en étau, vous ne pouvez rien faire. La première mesure, elle est préventive. C'est une question d'éducation. Je ne parle pas d'instruction, mais d'éducation. Parce que l'instruction, c'est le savoir. L'éducation, c'est le savoir-être. C'est important. Il va falloir que dans notre matrice éducative, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, on apprenne aux gens à être des personnes humaines et ensuite des citoyens. Il ne suffit pas de construire, de former des journalistes, des médecins, des avocats. Parce que vous pouvez avoir un professeur de droit de l'homme, professeur émérite, et que celui-ci soit comparable au plus virulent des adversaires de Victor Solskjaer, parce qu'il se comporterait comme un véritable esclavagiste. Tout est une question des valeurs que l'on inculque. Lesquelles valeurs sont dégagées des notions scientifiques apprises à l'école. Et ça, c'est important. Il faut qu'on apprenne aux gens à respecter les autres. Le respect de la personne humaine. Le respect de la personne. En somme, il faut une transversalité de toutes les disciplines. Absolument. Pour que nous créions des individus complets. Car la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Absolument. Pour terminer, merci à vous. Je vous en prie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Allez, on va vous retrouver demain avec beaucoup de plaisir. Et ce sera toujours dans Matin Bonheur pour 90 minutes. Que Dieu vous garde. Au revoir.